Bonjour. Saviez-vous qu'en 2019, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, la dépression était considérée comme le premier facteur d'incapacité dans le monde? De plus, à la faveur d'un article que nous avons publié dans la revue Santé mentale au Québec en 2017, son auteur, Caroline Deva, mentionnait que la durée d'absence maladie liée à un trouble mental pouvait être 2 fois plus longue qu'une absence due à tout autre type de maladie. Alors dans ces conditions, on comprend que le rôle des médecins traitants peut être particulièrement important, surtout dans le cadre de la réinsertion professionnelle des personnes avec un trouble mental courant. Mais il est d'autant plus important que ces médecins traitants font face à de nombreux dilemmes, et c'est ce dont nous allons parler avec nos deux invités, co-autrices et co-auteurs d'un article sur le sujet, Fabienne Boileau-Falardeau et Jean-Robert Turcotte. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Fabienne, c'est quoi un trouble mental courant? En fait, dans la famille des troubles mentaux, en fait, il y a comme 2 catégories, donc les troubles mentaux courants et troubles mentaux graves et persistants. Pour les troubles mentaux courants, en fait, c'est surtout les diagnostics de troubles d'adaptation, troubles dépressifs, troubles anxieux qui sont regroupés dans les troubles mentaux courants. Puis, en fait, durant l'arrêt de travail, en fait, il y a un traitement qui est donné, mais donc après l'arrêt de travail, la personne est retournée à son emploi préalable, là. Donc, il n'y a pas de bris de lien d'emploi, contrairement aux troubles mentaux sévères et persistants où la symptomatologie est plus importante, puis il y a quand même une chronicisation au niveau des symptômes. Donc, voilà. Est-ce que vous cautionnez ça, Jean-Robert Turcotte? Oui, je pense que Fabienne vient de nous donner passablement ce qu'on entend, ce qui est utilisé comme concept de trouble mental courant chez ceux qui publient, chez ceux qui s'intéressent à la question. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui, à mon avis, à moi, parce qu'on parle de dilemme, cet article parle de dilemme, il y a quand même un petit quelque chose qu'il faut ajouter, parce que le concept en lui-même de trouble mental courant, plutôt, on doit dire, l'utilisation du concept de trouble mental courant peut créer un dilemme important pour les médecins. Je m'explique. Dans notre article, dans une première partie de l'article, on parle du rôle du médecin. Le rôle du médecin qui doit soigner, traiter, suivre les malades, ça, tout le monde s'entend là-dessus. Mais on dit aussi que le rôle du médecin, c'est d'officialiser l'entrée dans le système. Et un peu plus loin, on dit, le médecin traitant se voit comme le portier, un peu comme celui qui a le code pour entrer dans le système de l'invalidité. Mais vous voyez bien que le code, c'est quoi? C'est un diagnostic. On a, par exemple, dans notre article, un exemple où on dit une infirmière qui fait trop de temps supplémentaire, un sujet bien à la mode au Québec actuellement, se présente chez son médecin en disant « ça ne va pas, je pense que j'ai besoin d'arrêter ». Le médecin voit cette personne-là, mais il n'est pas nécessairement certain qu'elle a un diagnostic. Mais pourtant, la personne anxieuse qui se présente chez son médecin, doit sortir avec le code diagnostic. Le médecin sait très bien, il est mal à l'aise devant cette situation-là. Donc, c'est le premier dilemme. Donc, le concept même de trouble mental courant peut créer un dilemme. Il faut estampiller en quelque sorte. Est-ce que c'est ça le dilemme, comme le dit Jean-Robert? Bien, c'est ça, en fait, c'est qu'il y a plusieurs éléments, parce que, bon, les assureurs vont souvent demander avoir l'étiquette ou coller, un petit peu comme Jean-Robert expliquait, de coller une étiquette. Donc, ça doit rentrer un petit peu dans les diagnostics du DSM-5. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont peut-être plus systémiques. Donc, est-ce que l'organisation du travail au sein de l'entreprise, est-ce qu'elle est adéquate? Puis aussi, bon, est-ce qu'à la maison, ça va bien? Est-ce qu'au travail, ça va bien? Est-ce qu'il y a un supérieur qui est difficile, etc.? Donc, la problématique puis le dilemme, c'est est-ce qu'on psychiatrise ou est-ce qu'on médicalise une problématique qui est finalement systémique ou institutionnelle et non pas médicale? Alors, à ce sujet, donc vous évoquiez les vignettes cliniques. Donc, dans votre article, à la faveur de ces vignettes cliniques, qui sont d'ailleurs tout à fait éloquentes, vous abordez les différents dilemmes. Mais alors, il y en a un qui retient l'attention quand même, c'est d'évaluer le potentiel thérapeutique de l'arrêt de travail. Mais, d'accord, mais c'est pas plutôt le travail qui serait la pierre angulaire du rétablissement, Jean-Robert? Théoriquement, idéalement, on sait bien que le travail, c'est la santé. Mais ça, c'est le travail, c'est la santé pour peut-être, je ne sais pas, pour beaucoup de monde.
Mais dans le travail clinique de chaque médecin dans son bureau, ce n'est pas toujours aussi évident que ça. Reprenons notre infirmière de tout à l'heure. Qu'est-ce qui va arriver? Le travail, c'est... Madame, le travail, c'est la santé. Vous devez retourner travailler. Est-ce que je suis vraiment sûr? Prenons pour hypothèse que je n'ai pas signé, que j'ai dit à ma patiente que vous devez retourner travailler. Est-ce que je suis vraiment certain que mon geste a un potentiel thérapeutique important pour ma patiente? Est-ce que je ne dois pas me poser la question? La retourner travailler, peut-être que je vais la rendre plus malade qu'elle ne l'était avant. Donc ça, c'est, encore une fois, un questionnement continuel du médecin. Pour tous les patients qu'on voit dans notre bureau, c'est un questionnement fréquent. C'est de tous les jours. C'est le travail de tous les jours, ce questionnement, ce dilemme. Et donc, ce que je crois comprendre aussi, c'est qu'il est un peu isolé, le médecin, dans son cabinet. Fabienne, c'est pas très intégré autant que ça devrait l'être, en quelque sorte. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi? Oui, puis en fait, dans le projet de recherche, puis dans la revue littérature qu'on a fait, puis dans le projet de recherche qu'on est en train de faire, en fait, c'est beaucoup ça qui est verbalisé par les médecins traitants, c'est la solitude liée au traitement. Donc, ils veulent avoir le plus d'informations possible, mais malheureusement, il y a un manque de communication entre les acteurs. Mais pourtant, pour un profane là, comme moi, vous êtes formé, vous êtes quand même très bien formé, puis c'est long, des études de médecine. Vous n'êtes pas formé au dilemme? C'est pas quelque chose qu'on vous apprend à être confronté à ça et à ces enjeux-là? Vous me posez la question? Oui. Écoutez, je ne suis pas certain que la formation des médecins ait beaucoup de liens avec la question des dilemmes. Les médecins sont bien formés à faire de la médecine. Le dilemme vient du fait qu'on leur demande de faire quelque chose qui sort de leur domaine d'expertise. Parce que, vous savez, je pense que de dire qu'on devrait mieux former les médecins, il y a un danger. Parce que de dire qu'on devrait mieux former les médecins, ça laisse entendre que si le médecin faisait un meilleur traitement médical, le patient serait plus rapidement retourné au travail. On sait bien que ce n'est pas vrai. Hein? Le travail, les recherches, beaucoup de recherches nous disent que le diagnostic en lui-même n'explique pas beaucoup la longueur de l'arrêt de travail. C'est beaucoup plus des facteurs psychosociaux. Ce n'est pas en lien avec la question médicale, c'est en lien avec beaucoup d'autres choses. Alors, vous parliez de cette étude, l'article d'ailleurs est un petit peu la synthèse, là, le résultat de cette étude. Alors, on fait des études, c'est pour améliorer les choses. Est-ce qu'il y a des solutions que vous avez découvertes? Est-ce qu'il en existe? Comment pallier tout ça? Bien, c'est sûr qu'une des grandes solutions, puis un des grands besoins pour les médecins traitants, puis je pense pour tous les acteurs, c'est de trouver une façon de tous les mettre en communication pour qu'il y ait une meilleure collaboration entre eux. Puis quand je parle d'acteurs, j'inclus le patient aussi, là. Donc, vraiment qu'il y ait une meilleure communication entre tout le monde. Puis, comment que ça peut être fait? Bien, plus concrètement, est-ce que ça peut être la technologie de l'information qui peut être plus intégrée dans les communications entre les acteurs? On sait maintenant avec la pandémie, une chose qui a été permise grâce à la pandémie, c'est qu'il y ait plus de téléconsultations, de soins virtuels, etc. Donc, d'intégrer un petit peu plus la technologie de l'information dans la solution. Je pense que ça peut être une bonne avenue. C'est sûr que, bon, un petit peu comme ce qui est fait, bien, d'encourager à ce que la recherche soit de plus en plus développée dans ce domaine-là, puis qu'on continue à sensibiliser les gens, former les gens aussi à cette thématique-là. Beaucoup d'informations pertinentes, donc. Bon, sans être pour autant exhaustif ou prétendre l'être, cet article met vraiment en lumière tous les dilemmes et autres enjeux auxquels les médecins traitants sont confrontés lorsqu'il s'agit de santé mentale au travail. Je considère que c'est un très bon article que je vous invite à lire en allant sur la plateforme Érudit où sont hébergés les articles de santé mentale au Québec. C'est en libre accès, donc profitez-en. Bonne lecture et merci à vous deux. Merci. Merci.